et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, il faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, il ne faut pas mettre de tiret. Bon, moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House. 104e room d'ailleurs, la fin du jingle de cette saison. À la fin, tu vois, on parle des droits d'auteur et c'est exactement ce dont on va parler ici avec Pierre Vivant qui est avocat. Et tu vas te présenter, Pierre, rapidement. Tu signes des papiers dans Podcast Magazine depuis le numéro 1, comme si on avait 10 ans déjà de numéro. Ce sera pour bientôt, les 10 ans. Bientôt. Écoutez, pour ceux qui suivent un peu ce qu'on fait sur Cool et les aventures de Podcast Magazine, je vous avoue que c'est une bataille de tous les jours, mais c'est super agréable parce que on crée une communauté de passionnés et puis on essaye de faire en sorte que le magazine dure le plus longtemps possible. Le numéro 2, on a fait une réunion hier soir, une réunion éditoriale où on a montré la maquette du numéro 2. Donc, si vous voulez, ceux qui ont accès à l'espace cerveau sur Cool, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil à la maquette, vos articles sont maquettés et vous pouvez voir ce que ça donne. Et puis, on a fait un petit test sur la prochaine couverture pour voir celle qui vous plaît ou celle que vous recommandez pour le prochain magazine. C'est ça aussi, Podcast Magazine, c'est du collaboratif et on est très heureux, Pierre, que tu participes, que tu aies proposé de participer à ce podcast magazine pour nous parler d'une question quand même qui est vraiment très importante sur le droit d'auteur. Je te laisse te présenter et puis on attaque la room et j'invite tous ceux qui sont dans la room à préparer les questions et à lever la main pour tout de suite monter dans la room et discuter avec nous. Alors je te laisse te présenter rapidement, Pierre. Très bien, alors très rapidement, donc je suis avocat dans ce domaine de la propriété intellectuelle, donc ça ne couvre pas que le droit d'auteur, puisqu'il y a aussi le droit des marques, ça peut être droit des brevets aussi. Là, ce qui nous intéresse pour le podcast, c'est le droit d'auteur, éventuellement même droit des marques aussi, on l'a vu avec justement la dernière phrase sur le dépôt à l'INPI. À côté de ça, j'ai écrit des articles, notamment dans Podcast Magazine, et je donne des cours aussi à Sciences Po, donc ce qui permet d'avoir un autre environnement avec un côté pédagogique que je dois avoir vis-à-vis des gens qui ne connaissent pas justement le domaine juridique. Voilà pour être très concis. Tu as oublié quand même quelque chose de très important. On est quand même dans le milieu du podcast. Et tu as oublié de parler de ton podcast. Oui, c'est vrai. Non, mais parce que quand même, les rédacteurs des podcasts magazines sont quand même, en général, pas tous. Il y a rien, Magali Badolo, qui est aussi dans le générique, elle, son concept, c'est « j'ai pas de podcast ». Voilà. Mais elle est passionnée. Toi, tu as un podcast. Parle-nous un peu de ton podcast. J'ai été trop bref dans la présentation, en effet. J'ai lancé, ça devait être au mois d'avril dernier, un podcast donc sur le droit d'auteur, puisqu'il vaut mieux faire un podcast dans le domaine que l'on maîtrise, où justement donc je raconte en l'espace de 3, 4, 5 minutes un point de droit en mettant en avant une anecdote pour la rendre justement, pour rendre ce point de droit plus attractif, plus attirant. Donc voilà, j'essaye tous les mois de faire un point là-dessus, même si je suis en retard pour le mois de janvier, puisque d'habitude je commence en début de mois et je ne l'ai pas encore fait. Aïe. Alors, je vous invite vraiment à aller écouter. Moi, en fait, c'est comme ça que je t'ai découvert, Pierre, c'est par ton podcast. Tout à fait. Et que je t'ai contacté. Tout de suite, tu m'as dit oui, je suis partant. Et vous allez voir la petite histoire du droit d'auteur. Parce qu'après, tu as les petites fiches pratiques de la propriété intellectuelle. Tu as fait aussi, tu as des extras en fait à l'intérieur. Alors voilà, au départ j'étais sur 2 types de podcasts et finalement après avoir commencé je me suis rendu compte qu'il y en avait un vraiment qu'il fallait mettre en avant, c'était donc la petite histoire du droit d'auteur et donc après je garde justement la possibilité de faire des extras mais voilà, j'avais la petite fiche pratique que j'ai un peu abandonnée pour ce système d'extras
Donc le podcast, c'est vraiment la petite histoire du droit d'auteur. Alors, on regarde les thématiques, l'œuvre, humain, intelligence artificielle et chimpanzé, le droit de divulgation ou comment conserver ce que l'on a jeté, l'originalité en droit d'auteur, de Victor Hugo aux porte-menottes. Il y a des choses vraiment super intéressantes, l'œuvre de collaboration. N'oubliez pas les co-auteurs, la parodie, un parasitisme légal, point d'interrogation, droit d'auteur, liberté d'expression et le fauteuil en rotin d'Emmanuel, l'œuvre dérivée des droits partagés, l'œuvre protégeable et le coulant au chocolat. Comment est-ce que tu trouves tes sujets ? On va commencer d'abord par ton podcast. Alors, je rappelle à tout le monde et à tous ceux qui attendaient le billet acidulé de Brûlatour, on va mettre le petit jingle. Radio House. Eh bien, il n'y aura pas de billet acidulé aujourd'hui. Monsieur Brûlatour n'est malheureusement pas en mesure d'être parmi nous, ce qui arrive rarement, il faut le dire. Mais ce qui arrive, on espère qu'il nous en écrive un post-room, post-épisode, pour que vous puissiez avoir un peu ce billet acidulé et que vous puissiez le lire soit sur son blog brûlatour.fr, soit sur podcastmagazine.fr. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc comment est-ce que tu trouves tes sujets ? Est-ce que déjà toi tu t'es posé ces questions-là parce que tu démarrais ton podcast, ou comment tu as lié en fait le droit d'auteur et le podcast, où il n'y a pas forcément de lien, tu parles de droit d'auteur de manière générale ? Alors, je parle de droit d'auteur d'une manière générale, même s'il y avait justement un billet, je crois que c'était un extra, une petite fiche pratique sur le podcast, mais d'une manière générale, non, c'est pas lié au podcast. Alors, c'est vrai que tout ce qu'on dit, ça forcément, ça peut éventuellement s'appliquer, mais je pars sur d'autres sujets, et puis après, c'est l'inspiration qui vient sous la douche, ou tout simplement après avoir vu une décision. Tu as cité le fauteuil en rotin d'Emmanuel. Il y a une décision là-dessus. Je me dis, ça, c'est quelque chose qui peut intéresser, ne serait-ce que justement sur l'intitulé du titre. Ça peut attirer des personnes qui, à la base, ne sont pas spécialement enclins à écouter quelque chose sur le droit d'auteur. Alors justement, c'est quoi cette histoire d'Emmanuel ? J'ai pas écouté cet épisode. Alors, je vais essayer d'être assez bref, mais lorsque justement l'actrice Sylvia Christel de mémoire est décédée, il y a une revue qui, sur son site internet, a mis une image qui était l'affiche justement d'Emmanuel, où elle était donc assise sur le fameux fauteuil en rotin. Et sauf qu'il y avait évidemment un droit d'auteur sur cette affiche, et la question s'est posée de savoir si c'était une contrefaçon ou si on pouvait considérer que, au regard de l'actualité, la liberté d'expression, la libre information allait prendre le dessus vis-à-vis du droit d'auteur. Donc, pour dire les choses rapidement, oui, le juge a considéré que la liberté d'expression primait. Alors, d'un point de vue juridique, ça peut être critiquable, mais en soi, je pense que parfois, il faut faire jouer certains autres principes qui peuvent passer devant le monopole de l'auteur. Ah d'accord, ok. Alors ce que je propose qu'on fasse, tu as un extra qui dure 2 minutes. Je vous propose qu'on écoute l'extra, ça va donner de la matière. Il y a déjà quelques petites questions. Alors c'est une question de Karim qui dit on va parler du droit d'auteur du podcasteur ou des extraits que l'on peut intégrer. On peut parler des deux, hein, parce que ça fait... Tout à fait. Tout à fait. L'un n'empêche pas l'autre, au contraire. Et n'hésitez pas, si vous voulez poser vos questions en audio, à lever la main, ça fait comme à l'école en fait, à cliquer sur le petit bouton pour monter avec nous sur scène. On vous accueille avec plaisir pour qu'on entende votre voix aussi, hein. C'est un peu le concept de Clubhouse quand même, c'est d'être ensemble vocalement. Allez, on écoute la problématique des droits d'auteur en matière de podcast. L'extra, ça dure 2 petites minutes et ça donnera un peu de matière à notre discussion. Bonjour à tous, c'est Pierre Vivant, avocat au barreau de Paris, et je vous présente les petites fiches pratiques de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, nous allons voir la problématique des droits d'auteur en matière de podcast. Il ne s'agit pas là d'évoquer la protection du podcast par le droit d'auteur. De manière générale, on peut en effet considérer le podcast comme étant original et ainsi protégé par le droit d'auteur. La question qui nous intéresse ici concerne les éléments déjà existants et qui pourraient être utilisés par tout créateur de podcast. Il s'agit d'abord du cover, c'est-à-dire de l'élément visuel du podcast. Et ensuite, naturellement, des éléments sonores, qu'il s'agisse d'un jingle ou encore d'un extrait d'une chanson ou de dialogue de film. Il faut naturellement être certain de pouvoir utiliser ces éléments.
Concernant le cover, il y a 2 solutions. Soit utiliser une image existante, soit la créer pour l'occasion. S'il s'agit d'une image existante, il est préférable de la choisir dans les bibliothèques d'images libres de droit ou de prendre une image sur laquelle il n'y a plus de droit de propriété intellectuelle. À défaut, il faut nécessairement contacter l'auteur et s'assurer d'une autorisation écrite de sa part. S'il s'agit d'une image créée pour l'occasion, là encore, l'autorisation pour pouvoir l'utiliser est nécessaire, sauf si l'auteur du podcast et l'auteur du cover ne sont qu'une seule et même personne. Concernant les éléments sonores, là encore, une autorisation s'avère indispensable, sauf à utiliser des œuvres libres de droit. D'aucuns pourraient évoquer une exception au droit d'auteur qui est celle de la courte citation. Toutefois, la courte citation, prévue à l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, doit être justifiée par un caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information. Or, s'il s'agit d'illustrer ou de rendre le podcast plus attractif, ce qui est généralement le cas, l'exception de courte citation ne peut s'appliquer. Il faudrait par ailleurs que le nom de l'auteur et la source soient mentionnés. Dès lors, il s'avère nécessaire en réalité d'obtenir une autorisation si l'œuvre s'avère protégeable. À noter toutefois, à nouveau, que le jingle peut être créé par l'auteur du podcast. Voilà, donc cette 2 minutes qui nous mettent bien dans le sujet. La voix, Pierre, est-ce qu'on a, on en a déjà parlé dans des rooms et des questionnements sur Cool, dans des questions, dans des commentaires. Est-ce qu'on doit demander l'autorisation d'enregistrer la voix de nos interlocuteurs par un écrit ? Alors, la voix, proprement dit, ça c'est un élément de la personnalité, comme le droit à l'image. Normalement, il y a un droit, en effet, qui appartient à la personne. Sur le principe, oui, ça devrait être le cas. Après, on a quand même, on va dire, une sorte d'exception, c'est-à-dire que si, par exemple, moi, je suis là, je participe, on n'a pas besoin de me faire signer une autorisation dans le sens où, forcément, je suis d'accord pour que ma voix soit diffusée, puisque c'est le but de cette room. Je pense notamment à une décision qu'il y avait eu sur un documentaire qui s'appelait « Être ou avoir ». Alors, je ne sais pas si vous en rappelez, c'était un documentaire sur un professeur qui donnait l'école dans un village à plusieurs enfants de classes différentes. Et ça avait eu énormément de succès, ça avait été primé notamment au César, les gens de l'équipe du film étaient allés à Cannes, aux Oscars aussi, et devant cet engouement, il y avait eu différents litiges, et notamment le professeur avait assigné, alors on n'était pas sur la voix, on était sur l'image, mais c'est le même raisonnement, en disant « je n'ai pas signé de droit à l'image », et on me voit dans ce documentaire finalement tout le temps. Et là, les juges, même si le principe est d'avoir une autorisation, ont fait jouer le fait que, ayant été filmé pendant toute une année scolaire, il savait pertinemment que son image allait être diffusée, et que même sans autorisation, on va dire l'autorisation était implicite et suffisait dans le cas présent. Donc en fait, la voix, le raisonnement peut être similaire. Le principe est qu'il faut normalement une autorisation, mais après, les juges vont aussi voir le contexte et peuvent très bien considérer que, au vu du contexte, ce n'était pas nécessaire d'avoir justement une autorisation et qu'elle était déjà donnée de manière implicite. Ouais, donc ça c'est... alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer avec déjà le nom. Je cherche un nom pour mon podcast. Et on en a déjà parlé, Pierre, c'est pour ça que on en a parlé au Paris Podcast Festival quand tu es passé, parce que c'est quand même la première chose à laquelle il faut faire attention, et en même temps, après t'en avoir parlé, je me suis dit, finalement, tu vois, je pensais qu'il fallait absolument déposer à l'INPI le nom de son podcast si on voulait être sûr que, et en fait, tu m'as dit que c'était pas forcément le cas, et que si on arrivait à prouver que ce nom était existant,
existant chez un hébergeur, par exemple, chez Ocha ou chez Podcastix, et qu'on était, entre guillemets, le premier à avoir publié ce nom sur Internet dans cette catégorie de podcast, parce que je suppose si quelqu'un utilise ce nom dans un autre secteur d'activité, ça a pas d'incidence, mais que c'était déjà une preuve, et que même si quelqu'un déposait à l'INPI un an après le même nom, il ne pouvait pas forcément nous faire enlever notre nom, parce qu'on avait la preuve quelque part par en fait une source qui n'est pas nous-mêmes que ce nom a déjà été utilisé. C'est ça ? Alors, c'est ça. Alors, je vais évidemment apporter des précisions. Oui, avec tes mots, parce que moi, tu sais, c'est des mots... Tout à fait. Voilà, je vulgarise, mais toi, voilà. Tout à fait. Mais on a donc deux droits différents, et là, on a deux raisonnements différents. Il y a d'un côté le droit d'auteur qui vient protéger une création, et le titre peut être une création, et on a le droit des marques qui vient protéger donc un terme pour une exploitation d'un produit ou d'un service qui serait le podcast. Alors, en ce qui concerne justement le droit des marques, quand on veut posséder vraiment une marque, on doit le déposer. Donc, on doit faire un dépôt d'un terme pour des produits ou des services, en l'occurrence le podcast, et on a une protection au titre du droit des marques. Mais on peut éventuellement, alors je dis éventuellement, avoir une protection au niveau du droit d'auteur pour un titre, mais il faut que ce titre soit original. Donc là, c'est la difficulté. Plus le titre est court, moins on a de chances pour qu'il soit considéré comme étant original. Donc, on va avoir quand même une difficulté à savoir si c'est original ou pas. Après, il y a toujours la possibilité, même si le titre n'est pas original et qu'on n'a pas fait de dépôt, si un tiers utilise le même titre pour un podcast qui en plus correspond au même sujet, on peut toujours considérer qu'il y a une concurrence déloyale, du parasitisme, on a d'autres angles d'attaque. Mais bon, après, c'est toujours le côté problématique, est-ce qu'on a envie d'aller au contentieux pour cela? Mais en tout cas, voilà, on a ces deux aspects, le droit des marques et le droit d'auteur, c'est deux modes de protection différentes, et les règles ne sont pas les mêmes. Oui, pour la marque, il faut la déposer, pour le droit d'auteur, ce n'est pas nécessaire, et comme tu disais, il suffit d'avoir déjà une divulgation, donc d'avoir commencé son podcast avec le titre du podcast, pour avoir la preuve que c'était nous qui avions le titre, et s'il est original, on aura une protection au niveau du droit d'auteur. Au niveau du droit d'auteur, ça veut dire que si quelqu'un m'attaque en protection de la marque, je fais quoi en fait avec mon nom de podcast que j'ai déposé il y a un an? Le mec, il dépose le même nom que moi en marque, et il me dit « Ah ben non, vous ne pouvez pas utiliser ce nom-là ». Alors si lui l'a déposé après, c'est toi qui as la primauté, donc toi qui peux lui interdire. Ah oui, carrément. Alors, même si lui, en propriété de marque à l'INPI, il paye ses 250 €. Et en fait, moi, j'ai la preuve que j'ai déposé chez Ocha ou chez Acas ou je sais pas mon nom. Si ton titre s'avère être original et que tu as... alors, c'est sur oui, cette dans le cadre original, oui. Dans le cadre, voilà, tu as des droits d'auteur. À partir du moment où tu as un droit d'auteur, tu peux lui interdire finalement... l'exploitation du signe, donc c'est toi qui as la primauté, et un dépôt de marque ne peut pas être fait si tu portes atteinte à des droits antérieurs d'auteur notamment. D'accord. Donc lui, tu peux demander à ce que sa marque soit annulée devant les tribunaux, tu peux demander la nullité de la marque. Évidemment, on la demande d'abord de manière amiable, évidemment, mais c'est tout à fait possible, sinon, de saisir les tribunaux en disant « je demande la nullité de la marque parce que j'avais des droits antérieurs ». Ouais, alors ça, après, c'est la guerre de l'argent, quelque part, parce que quand on commence à rentrer dans des attaques avec à coup d'avocat, c'est celui qui a le plus d'argent, celui qui sait qui va gagner, c'est celui qui sait qu'il a de bons avocats et que l'autre en face va pas forcément avoir les moyens de le faire. Alors, c'est pas forcément celui qui a le plus d'argent qui va gagner, fort heureusement. Il y a quand même les règles qui sont là pour justement permettre quand même de rééquilibrer. Par contre, ce qui est certain, c'est que parfois on se retrouve dans une situation où on a raison, ou en tout cas on a des possibilités d'avoir raison, parce que c'est très difficile de dire à quelqu'un vous gagnez à 100%. On est dans beaucoup de litiges, on est sur du 50-50 ou 60-40. Et c'est très difficile justement pour un particulier,
qui a un podcast, de se dire, bon, je vais dans un procès, j'attaque, je ne suis pas certain d'obtenir satisfaction, même si j'ai de bonnes chances, mais il faut que je paye un avocat, en effet, sur une procédure qui va durer 1 an et demi, sans compter l'appel. Donc, c'est plusieurs milliers d'euros à la base. Donc, voilà, ça, c'est pas évident. Et même des entreprises, parfois, ne vont pas jusqu'au procès parce qu'elles n'ont pas le budget pour. Et c'est pas évident pour un particulier de sortir cette somme pour un litige sur un an. Donc, parfois, on laisse courir finalement. Ouais, ce qu'on préconise, c'est quand même d'essayer de trouver des accords, même si ça facilite quand même d'avoir des avocats des fois, parce qu'ils ont quand même une manière de présenter les choses. Ne serait-ce que d'ailleurs, au début, on peut faire que des lettres entre interavocats, ça je le rappelle, qui n'engagent pas forcément une procédure et qui permettent souvent de régler des petits conflits. Tout à fait. Parfois même avant, le particulier peut éventuellement faire une mise en demeure lui-même. Oui, c'est pour toi la première chose à faire quand tu as un problème, c'est tu mets en demeure par un simple mail de manière amiable. Alors la difficulté, c'est savoir si on prend un avocat d'emblée ou pas. Pour des raisons économiques, on va peut-être pas forcément le prendre. Après, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas que la manière dont on a rédigé la lettre soit finalement contre-productif et nuise après à la manière de gérer le dossier. Parce qu'il y a des règles en fait. Il y a des règles à suivre. Ou il y a des mots à pas utiliser. Et attention, il faut rappeler qu'un mail est un objet aujourd'hui juridiquement valable. Ah, tout à fait. Ce qui n'était pas le cas il y a un certain temps. Le mail n'était pas forcément... il y a déjà longtemps. Mais même les SMS, je pense qu'on peut sortir des SMS en cas de souci. On peut tout à fait. Alors, c'est toujours plus gênant. Le SMS, la difficulté, c'est on va faire des captures d'écran ou sinon faire appel à un huissier. L'email, c'est vrai que maintenant, c'est devenu, vous l'imprimez, vous le tamponnez, ça devient une pièce du dossier. Il n'y a pas de débat là-dessus, sauf si évidemment la partie adverse conteste en disant que c'est un faux. Et là, il faut prouver l'origine. Il faut rentrer sur les serveurs, il faut vérifier. Une expertise, mais la personne ne va pas s'amuser à dire que c'est un faux parce que si on part sur une expertise, il va devoir la payer. Et si jamais il s'avérait que c'était un vrai, il se retrouvera à devoir payer. Ouais, bon, vous voyez. Donc voilà, on part sur des choses qui peuvent... Alors on va faire intervenir Jean-Philippe qui avait une question justement par rapport à ça et puis on va prendre les commentaires qui commencent à être nombreux. Vas-y Jean-Philippe, salut, bienvenue. Et j'ai oublié de dire à tout le monde bonne année, bonne santé. Pierre, désolé, j'ai oublié aussi de te souhaiter la bonne année. Meilleurs vœux, parce que je vois que dans le chat, Karine nous souhaite les meilleurs vœux et c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Jean-Philippe, bienvenue Jean-Philippe. À toi, dis-nous. Merci Philippe, bonjour à tous et bonne année 2023, grand succès pour tous vos podcasts. Ce sujet m'intéresse particulièrement, Pierre, pour une raison, pour un podcast spécifique qui est lié aux souvenirs audio que j'ai eu l'occasion d'enregistrer dans une vie antérieure. C'était en 1977 au Club Méditerranée, et plus particulièrement celui de Pompadour, en Corrèze. Philippe. Ah tiens, dis donc, oui. Alors il n'y en a plus maintenant, mais c'est en effet, c'est un magnifique Club Med où il y avait énormément de cours de tennis, pour rien vous cacher. Exactement, il y a beaucoup de chevaux, c'est la cité, c'est la chevaux. Cité du cheval. Alors je ne vais pas vous faire le panégyrique du Club Med, mais... À cette occasion, j'ai fait 2 saisons d'hiver à l'époque où c'était l'école du Club Med et il y avait beaucoup de géos qui venaient apprendre les métiers du spectacle. Et j'ai enregistré quelques pépites et je souhaitais savoir si ces enregistrements que j'ai retrouvés, qui sont d'une très bonne qualité sur mon Revox, que j'ai transféré au format numérique et je voudrais en faire un podcast, est-ce qu'en rediffusant ces contenus de chansonniers, de spectacles d'hiver, dont Pierre et Marc Jolivet qui étaient géos au Club Med à l'époque, est-ce que je dois leur demander des droits, sachant que Pierre et Marc Jolivet, je les connais, je sais comment les joindre, mais par contre, il y a beaucoup de géos dont au mieux, je me souviens que du prénom, voire que du surnom, et je suis incapable de les retrouver. Alors, c'est une problématique qui n'est pas courante, j'imagine, et je pense notamment à un des géos qui avait interprété des chansons de Brel et les chansons de la bande-son de West Side Story, et qui était une interprétation absolument géniale. Et ça, c'est le premier cas. Donc, est-ce que parce que c'est du Brel ou du West Side Story, est-ce qu'il y a des droits qui m'empêchent de le diffuser, même si c'est interprété par un géo? Et puis, le deuxième cas, c'est un concert de jazz de Jerry Mulligan qu'il avait fait au village de la Caravelle et qui est un concert absolument exceptionnel. Et là, par contre, on n'est pas sur un anonyme, on est sur une star du saxophone. Ouais. Que puis-je faire dans ce cas-là? Outre la SACEM, qu'il faut payer quoi qu'il arrive, puisqu'ils font partie du répertoire de la SACEM. Pierre.
Alors, en effet, bon, le sujet est très intéressant et je vais répondre malheureusement d'une manière catégorique. La réponse est oui, il faut une autorisation. Alors, je vais rentrer juste un peu plus dans le détail. Donc, dans le cadre du spectacle de jazz, donc en plus, bon, la personne est elle-même l'auteur de l'œuvre, donc il y a des droits d'auteur dessus. Elle est aussi interprète, il y a des droits sur l'interprétation. Donc, une diffusion sans autorisation, c'est une contrefaçon. Et donc, il faut à la base demander l'autorisation. Concernant l'autre situation où c'était des chansons, notamment donc de Brel ou West Side Story, là, on a, on va dire, une double autorisation. Déjà, les personnes qui ont interprété, normalement, alors je dis normalement parce que dans le cadre de spectacles en général, c'est pas souvent le cas, mais normalement, elles auraient dû obtenir en tout cas l'autorisation, ou en tout cas l'autorisation de la SACEM, justement, en payant des droits. Donc, ils auraient pu interpréter sous réserve de ce paiement de droits ou d'autorisation demandée. Et vous, quand vous allez capter, si vous diffusez, si vous diffusez sans autorisation, vous portez atteinte justement à ces œuvres et à l'interprétation de la personne, là qui est donc un tiers, mais qui a sa propre interprétation, d'autant que vous avez l'air de dire que justement l'interprétation est bien particulière, donc c'est d'autant plus, voilà, l'autorisation est d'autant plus nécessaire. Alors, petite précision, pour information, le Club Med payait à l'époque, et doit continuer à payer d'ailleurs, des droits d'auteur forfaitaires à la SACEM pour tous les spectacles D'accord, et donc toutes ça, les musiques qu'ils utilisent. Enfin, c'est une supposition, mais je ne dois pas être loin de la vérité. Voilà. Donc, ça les couvre, eux, pour le moment où ça avait été fait, donc c'était un bon réflexe. Malheureusement, voilà, la diffusion, c'est une autre exploitation, et donc l'autorisation doit être sollicitée justement auprès des différents intéressés. Enfin, d'un côté, la SACEM, puisque justement, c'est à partir du moment où il y a les droits à la SACEM, il suffit de faire des déclarations, mais après, il y a aussi la question de l'interprétation de la personne. Donc, voir à quel endroit, justement, est-ce que c'est aussi la SACEM ou pas. Tous les auteurs n'y sont pas affiliés, donc après, ça peut être via d'autres sociétés la SACD. Collectives, exactement, ou directement si la personne n'en fait pas partie. Ouais. Donc, ton conseil, c'est de toute façon demander l'autorisation et avoir un mail suffit ? Alors, oui, éventuellement, un mail peut suffire. Alors, c'est pas le mieux. Le mieux, c'est un contrat, évidemment. C'est un contrat bien signé. Maintenant, encore une fois, un email avec une traçabilité où c'est bien précis. Il explique qu'il donne autorisation pour tel podcast qui sera diffusé tel moment et qui restera hébergé. Qu'on ce soit bien précis la manière dont vous voulez l'exploiter. Et si vous faites une demande bien précise et que vous avez une réponse positive bien précise, ça permettra de vous couvrir. Et ça évite de rédiger un contrat qui serait plus lourd. Et dans ces contrats, après, les droits d'auteur, il faut spécifier, je rappelle, et d'ailleurs, on l'a bien indiqué, on a fait un contrat, c'est pour ceux qui veulent avoir une autorisation d'enregistrement audio, image, et on a fait un modèle qui est disponible sur Cool. Donc n'hésitez pas à chercher dans le moteur de recherche sur Cool modèle et vous allez voir, il y a un modèle de communiqué de presse et il y a un modèle aussi pour ceux qui veulent enregistrer une voix et donc il y a 3 critères importants, c'est Pierre, c'est le territoire, c'est-à-dire est-ce que c'est national, international ou il y a vas-y rappelle-moi l'autre. Il y a la durée. Ouais, pour combien de temps, donc il faut mettre à vie, idéalement. Voilà. Là, dans le cadre d'un podcast pays. En plus, qui est diffusé sur Internet, c'est pour tout pays, en effet. La durée, potentiellement, oui, alors à vie. Alors la durée des droits d'auteur, en France, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Ouais. Donc ça peut être très long. Et puis après, c'est les droits cédés. Donc, quels droits sont cédés pour faire quoi? Alors, la question, c'est, lorsque c'est une autorisation, il y a toujours un débat. Est-ce que c'est quelque part une cession de droit d'auteur?
J'estime que c'est pas le cas. Une autorisation, c'est autre chose, mais il faut quand même spécifier dans l'autorisation les mêmes critères et notamment savoir pourquoi on autorise. Oui, le support donc. Ça doit être voilà. C'est ça. C'est tout surtout en général ce qu'on a mis nous dans le document, c'est surtout support pour tout pays et pour toute durée. Comme ça, au moins vous êtes tranquille. Normalement, sur les droits cédés, il faut préciser beaucoup plus, même si on a toujours cette formule tout support. C'est mieux quand même d'avoir une liste. Ah oui, de mettre, oui, parce qu'il peut y avoir des nouveaux supports. Quand même, voilà, il peut y avoir des nouveaux supports, donc c'est quand même bien. Plus on a quelque chose là de long sur les supports, plus on est carré, parce qu'on ne peut pas dire que la personne en face n'avait pas eu, on va dire, ne s'était pas rendu compte qu'il cédait également ce support. S'il est listé, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc en général, on liste beaucoup de choses, et puis après on finit et tout support existant. Ouais, mais il faut être quand même le plus précis possible à l'intérieur, même si on est générique. Jean-Philippe, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, il faut demander l'autorisation tant à l'interprète qu'à l'auteur, notamment aux éditions qui sont titulaires des droits d'auteur de Brel, et ainsi qu'à la personne qui a interprété les chansons de Brel. Voilà, tout à fait, exactement. Puisqu'il y a un droit à l'interprétation, et comme c'est son interprétation qui va être diffusée, il faut en effet ses droits à lui également, tout à fait. Alors, petite précision, il m'est arrivé d'enregistrer sous format vidéo, mais le principe est le même, des concerts de musique de jazz, notamment au festival de Jazz in Marciac. Je les ai rediffusés. Quand je pouvais demander l'accord des interprètes, je leur demandais de façon informelle, très sincèrement, rarement par mail, mais je n'ai jamais eu le moindre problème de quoi que ce soit. Alors, je suis peut-être chanceux. Oui, mais ça, c'est comme tout, hein. C'est pas vu, pas pris. Hein. Voilà, ça c'est une autre règle. Mais je pense que les interprètes, quand on leur donne de la visibilité via ces enregistrements, parce qu'ils ne sont pas de trop de mauvaise qualité, peut-être que ça sert aussi leurs intérêts, qu'ils sont finalement contents de les avoir. Alors voilà, il y a le principe d'une manière générale, et après il y a la pratique. Il y a à la fois la règle du pas vu, pas pris, donc on est réglé, mais il y a aussi cette règle-là, comme vous dites. Parfois, la personne, finalement, oui, elle voit qu'il y a une visibilité. Ça ne gêne pas non plus parce qu'avec cette exploitation, vous ne faites pas une fortune derrière. Si ça engendrait beaucoup d'argent, là, ça pourrait être problématique. Oui, et là, ils peuvent se réveiller. Et les ayants droit peuvent se réveiller aussi, non? Tout à fait. Mais c'est vrai que la question se pose souvent si à un moment donné, ça va avoir on va dire un résultat commercial important, où là, en effet, les gens vont pouvoir se réveiller. Si ce n'est pas le cas, il ne va pas y avoir de problématique dans le sens où la personne ne va jamais partir en procès. Au pire, vous fera une mise en demeure en vous demandant de cesser. Ouais, c'est ça. Je dis au pire, attention, je ne m'engage pas là-dessus. Mais oui, ça peut être plus grave que ça. Il n'y a aucune finalité commerciale sur mes diffusions, c'est simplement pour le plaisir de partager avec la communauté des géos qui sont quelques milliers ces contenus. Il n'y a pas d'autre finalité. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que aussi c'est possible que justement des interprètes aient vu et n'aient rien dit parce que ça ne leur posait pas de problème. Mais dans les principes, il faut normalement cette autorisation. Ouais, c'est ça. Et puis je pense qu'il y en a qui s'en foutent un peu. Hein. J'ai écouté l'autre jour Bafi, il y a un mec qui fait des vidéos très courtes sur Bafi et qui gagne de l'argent beaucoup sur YouTube. Et Bafi dit je m'en fous, j'ai pas le temps de gérer ça. Donc en fait c'est aussi ça. Il y a peut-être le 80-20, c'est-à-dire qui dans tous ceux qui sont aussi peut-être contents de voir qu'ils sont cités ou qu'ils sont repris sont procéduriers, parce que être procédurier, ça, tout le monde n'est pas procédurier. Hein. C'est quand même, il faut quand même le noter. Mais c'est vrai qu'il faut essayer un maximum de protéger. Donc là, on en était juste au nom. Donc imaginez tout ce qui reste à voir encore. Je voulais simplement qu'on enchaîne sur la petite question, parce que c'est lié à l'international de Perrine Sokal qui nous dit: dans quel pays doit-on considérer les règles de droit d'auteur vu la diffusion internationale d'un podcast? Est-ce que vos propos concernent aussi un podcast développé en Belgique, mais diffusé sur les plateformes internationales et donc aussi en France? Alors, moi, je parle du droit français proprement dit, parce qu'après, je ne connais pas le droit de tous les pays. Maintenant, il y a des accords, justement, entre les différents pays pour, on va dire, unifier cela, notamment en Europe. Et la Belgique, en plus, a des règles très proches. Donc, le droit belge doit être à peu près l'équivalent du droit français. De toute manière, la question qui se pose, c'est que si en effet c'est un podcast belge, mais qui est vocation à être écouté en France et qu'il est, s'il porte atteinte à des droits d'auteur qui sont en France, il pourrait y avoir tout à fait un litige. Ça peut pas être, c'est pas lié à l'hébergement.
c'est pas lié à l'hébergement. C'est lié normalement au potentiel public. Alors, je dis potentiel d'accord. parce que si vous faites votre podcast en français, on va pas vous attaquer en Chine parce que ce sera en langue française et vice-versa. Un podcast chinois en chinois, sur le sol français, le juge va se dire je suis pas compétent parce que le podcast, il n'est pas prévu pour un public français. D'accord. Même si, évidemment, il y a des gens en France qui parlent chinois. Mais à la base, c'est pas le public français qui est visé. Donc, on va avoir quand même cette question de quel est le public visé. Pour la Belgique, on est alors, la Belgique francophone. On va avoir donc le public français potentiellement qui est visé tout autant que le public belge. Donc là, le droit français pourra s'appliquer et en effet, il pourrait y avoir des litiges avec la France, la Belgique, parce que c'est tout à fait possible. Mais après, en dehors du public visé, si vous portez atteinte sur votre podcast français, vous diffusez de la musique américaine, où vous diffusez des extraits de films américains, même si votre public il est français et que votre podcast il est que pour la France, vous portez quand même atteinte à des droits d'auteur américains et on pourra vous faire un litige en France sur le fondement d'une œuvre américaine. Ouais, c'est ça. Donc, on peut toujours, voilà, faut tout checker. Et c'est là où, pour de la musique notamment, payer la SACEM nous affranchit pas d'ailleurs, parce que c'est pas parce que vous payez la SACEM que vous ne devez pas demander l'autorisation. Alors, ça va dépendre exactement. La SACEM, normalement, lorsque justement vous avez une œuvre qui est mise à la SACEM, vous payez les droits et vous pouvez utiliser. Après, ça va être... Tout dépend qui est l'éditeur, je pense. Il y a aussi une question d'éditeur sur le formulaire de la SACEM. Alors, il doit y avoir l'éditeur, mais sur les droits d'auteur proprement dit, par exemple, quand vous prenez des émissions comme la Star Academy, certains auteurs comme... alors, je n'ai plus en tête, bon, peu importe. Il y avait certains auteurs qui disaient qu'ils n'auraient pas voulu spécialement que leur chanson soit chantée lors des spectacles de la Star Academy, mais comme ils faisaient partie de la SACEM et que du coup, le répertoire était un répertoire de la SACEM et que Star Academy avait payé pour accéder à ces droits, ils pouvaient chanter ces chansons-là, même s'ils n'avaient pas l'accord de l'auteur, puisque finalement, ils l'avaient via la SACEM. Donc après, ça va être en fonction de l'utilisation que vous allez faire et si vous avez des modifications à faire sur l'œuvre, où là, par contre, il faut une autorisation. Donc ça va être vraiment, d'une manière générale avec le podcast, si vous payez les droits à la SACEM, normalement, vous êtes tranquille. Sauf cas spécifique. Sur la partie musicale, ouais. Sur la partie, oui, tout à fait. Ouais. Oui. On a, par rapport au droit de citation, il y a Christophe qui pose une question sur un extrait de 1 minute d'une interview prise sur BFM, accessible sur le web sous différentes formes. Il faut une demande ? Alors, je pense que tu disais tout à l'heure, ça dépend si son podcast est d'information et si ça rentre dans le critère d'actualité et du droit de citation comme c'est écrit dans le texte. Voilà, il y a plusieurs critères sur la finalité de l'œuvre, c'est-à-dire son podcast. Donc, en fonction, voilà, à quoi sert cet extrait ? Est-ce que ça sert à informer ? Est-ce qu'on rentre dans ses finalités ? Dans ce cas-là, on coche une première case. Après, ce qui va être important aussi, c'est dans l'expression courte citation, il y a le terme de court. Et donc, il faut prendre dans deux sens. Combien de temps durait l'interview au départ ? Si vous prenez 1 minute 20 d'une interview qui en fait 1 minute 40, c'est pas court. C'est quasiment l'intégralité de l'interview. Donc, on ne répond pas à cette condition de brièveté. Ah oui. Et la deuxième chose, c'est combien de temps dure votre podcast ? On a vu tout à l'heure le podcast que j'avais fait, donc qui a duré 2 minutes. Si sur les 2 minutes, je mets une interview d'1 minute 20, c'est pas non plus court par rapport à mon podcast. Donc ça va dépendre de ça. Si votre podcast dure 1 heure et que vous mettez une interview d'1 minute 20, là, on pourra considérer que c'est bref. Mais s'il en fait 3 minutes, ce sera pas bref. Donc il n'y a pas après on va dire de colonnes, de cases, où on vous dit tant de minutes, ça va pour tant de minutes, mais c'est au jugé qu'il faut essayer de le faire. Donc là, je prends des extrêmes entre un podcast qui dure 2 minutes et un autre qui dure 1 heure. Mais il faut se poser la question, est-ce que je réponds à la finalité ? Est-ce que c'est bref par rapport à l'œuvre que j'ai récupérée et par rapport à mon podcast ? Et enfin, il faut que je cite quand même le nom des auteurs.
Ah oui, donc dans ce cas-là, on doit citer dans le podcast de manière orale que cet extrait vient de BFM, c'est ça? voilà. Alors, la question serait, est-ce qu'on peut se contenter de le mettre dans la présentation du podcast à l'écrit avant d'écouter? Moi, je pense qu'en effet, il vaut mieux le dire oralement, en expliquant voilà, que ça vient de BFM et que c'est une interview entre telle personne et telle personne, que ce soit bien clair là-dessus. En tout cas, dans le droit de citation, il y a cette obligation justement finalement d'indiquer qui est l'auteur et d'indiquer les sources. Et tu disais qu'il faut aussi que ça rentre dans un critère que le podcast ne soit pas, enfin qu'on n'utilise pas ces citations pour en fait comme objet principal du podcast qui donne la valeur du podcast. C'est plutôt comme un objet qu'on va citer comme un exemple et qui est lié à de l'actualité ou à de l'information. Alors, actualité ou information, ou ça peut être éventuellement parce que c'est à portée pédagogique, donc je vais... alors pour un podcast, c'est plus difficile de reproduire une peinture, mais par exemple, je vais parler de cinéma et je peux glisser quelques citations parce que je vais étudier ces citations dans le cadre de mon podcast. Donc je vais mettre le Tas de beaux yeux, tu sais, de Gabin dans... plus le titre en tête, Quai des Brumes, je crois. Enfin, et du coup, je peux éventuellement mettre cet extrait, mais il ne faut pas que je le mette juste pour faire joli. Il faut qu'après, à la rigueur, je l'étudie. Alors, donc ceux qui utilisent ça, parce qu'il y a pas mal de podcasteurs qui utilisent plein de citations connues de films, de choses comme ça, qui les enchaînent les uns après les autres pour faire un peu un effet marrant, décalé, de Louis de Funès, de toutes ces choses-là. Ça, c'est totalement interdit. Et ça, en soi, normalement, oui, c'est interdit. Tout à fait. Et donc là, il faut demander une autre... Alors, et ça, pour cette citation de film ou de cinéma, c'est pareil, on demande l'autorisation à ceux qui sont propriétaires de ces films. Tout à fait, oui. Alors après, il y a les sociétés de gestion qui prennent le relais souvent, mais en tout cas, il faut demander, oui, l'autorisation. Ouais. Tout à fait. Et ben voilà, hein, et puis on a Ibnou qui est monté pour nous poser une question. Bienvenue Ibnou, si tu veux poser ta question à Pierre, tu es le bienvenu. En activant ton micro, bien entendu. Si tu es parmi nous ou si tu es toujours en train de manger ta salade. Oui, tu es parmi nous. Salut. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai essayé d'activer le micro. Bonjour à tous. Moi, je suis podcasteur. J'ai un podcast qui est hébergé sur Ocha, sur lequel j'ai pas de soucis, puisque j'ai acheté un jingle, enfin un générique de début libre de droit et donc pas de souci pour le diffuser. Et par contre, j'ai une émission de radio sur une radio locale bordelaise qui est une radio associative et qui a du mal à gérer tout ce qui est justement replay sous forme de podcast de ces émissions. Et donc, j'ai récupéré l'audio. Eux, bien sûr, ils payent la SACEM. Je récupère l'audio de toutes mes émissions et je voulais le diffuser sur les plateformes en passant par Encore, qui appartient donc à Spotify. Ouais. Et j'ai eu un reçu, enfin, ils m'ont diffusé 2 ou 3 épisodes et là, au bout du 4e, j'ai été striké parce que, selon eux, je n'avais pas le droit de diffuser de la musique, parce que je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est une émission musicale, sur leur plateforme. Et donc, après moult discussions avec eux, si j'ai bien compris, il aurait fallu que je passe par un diffuseur qui me permettrait justement de pouvoir faire passer cette émission sur ces plateformes-là. Et donc je me retrouve dans une situation qui est un peu particulière, puisque c'est une radio bénévole, il n'y a pas d'argent qui est généré dessus, et les droits d'auteur sont payés sur la radio, mais je ne peux pas avoir mon replay de ce podcast, de cette émission musicale plutôt, sur les plateformes, sans passer apparemment par un diffuseur ou quelqu'un que je devrais soit payer ou céder certains droits pour la diffusion. Est-ce que j'ai d'autres solutions ou est-ce que je suis bloqué? C'est ça ma question. Alors, j'aurais tendance à dire déjà, il faudrait voir les droits que la radio a obtenus, parce que si c'est des droits pour une diffusion juste radiophonique, une autorisation justement sans l'enregistrement et sans la retransmission, on va dire, sans durée précise, ça va être 2 choses différentes. Donc on peut avoir obtenu des droits juste pour la diffusion à la radio, mais pas obtenu les droits pour après le rediffuser et pouvoir le faire écouter par n'importe qui à tout moment. Donc ce serait ça à voir en effet, parce que si les droits sont obtenus de manière beaucoup plus globale et permettent des rediffusions, en soi vous avez les droits.
Enfin, comme ça au premier abord, hein. Je vais pas étudier le Oui, bien sûr, document, bien mais sûr. voilà. Après, dans le second cas, c'est si en effet, finalement, il n'y a pas les droits pour une rediffusion. Alors, eux, ils vous disent, il faut passer par un diffuseur. Moi, je pense que ne serait-ce que faire vous-même après une demande auprès de ces sociétés de droit pour obtenir les droits devrait suffire. Et de pouvoir ensuite en justifier en indiquant, ben voilà, j'ai le papier, regardez, j'ai les droits pour tel morceau musical qui sont reproduits, donc En fait, la vous n'avez pas le droit difficulté, finalement de... la difficulté, c'est aussi le fait que ce soit une radio associative qui ait payé les droits. Alors, attention, les radios associatives sont forfaits à la SACEM, c'est-à-dire qu'ils payent un pourcentage de leur chiffre d'affaires à la SACEM chaque année. Et il y a une quote-part supplémentaire pour les podcasts dorénavant qui sont considérés comme des podcasts natifs. Quand les podcasts sont des replays, c'est-à-dire des rattrapages, normalement la diffusion de podcasts est inclue dans le forfait SACEM classique. Mais pour l'éditeur, c'est-à-dire au nom de la station de radio, ça n'est pas vous personnellement qui payez ces droits d'auteur. Donc en fait, l'exploitation, vous en avez le droit d'auteur parce que vous êtes l'auteur, c'est-à-dire vous parlez par contre, tout ce qui est utilisé à l'intérieur, je pense que les droits ne sont clearés, c'est-à-dire ne sont validés que pour la diffusion en FM en linéaire et la diffusion en podcast, mais par l'éditeur de ce contenu. D'accord. Qui est la station de radio. Pierre, je pense qu'il y a cette précision-là aussi, puisque c'est pas parce qu'on fait quelque chose chez un éditeur qu'on a le droit de le diffuser en podcast sur d'autres plateformes. Alors, je ne connaissais pas justement ces précisions que tu as apportées sur les radios associatives. Ça revient à voir quel droit justement ils ont, si c'est en effet limité après à leur utilisation. C'est limité, oui, c'est sûr. Oui. Voilà, c'est forcément. Donc, si c'est juste eux qui peuvent en faire l'utilisation, oui, tu as tout à fait raison dans le raisonnement. Et en effet, du coup, vous n'avez pas les droits. J'étais pas au courant en effet de cette précision. Donc si ton podcast est à ton nom, ils vont voir que ça n'est pas la société qui a validé les droits, c'est pas l'éditeur qui a validé les droits, donc la station de la radio. Par contre, si la chaîne de ton podcast est au nom de la station, là, par contre, tu as un justificatif de paiement à la SACEM qui fait en sorte que n'importe quel hébergeur... Après, le problème des Encore et des sociétés qui sont à l'extérieur de France, c'est qu'ils ont des conditions générales qui indiquent qu'ils font ce qu'ils veulent. Oui, c'est le problème que j'ai eu, parce que j'ai eu du mal à avoir leur service... leur gestion client, on va dire, et finalement, j'ai eu une personne qui a pu... prendre le temps de m'expliquer que oui, effectivement, même si finalement c'est pas le cas, mais même si moi j'avais les droits en étant la station, en gros ils se réservent le droit eux de décider ce qu'ils diffusent ou pas. Ouais. Là, ça c'est certain que c'est là ils vont faire ce qu'ils veulent derrière, ça c'est sûr et certain, et donc dès qu'il y a de la musique que eux ont dans des répertoires ou avec Universal, avec Sony ou avec toutes ces sociétés d'auteurs, ils voient qu'il y a de la musique et il n'y a pas de validation de droit là-dessus, en général ils ferment. Il ferme et après c'est la croix et la bannière pour pouvoir continuer. Alors je voulais simplement, avant que il y a Christophe qui a demandé à monter, mais apparemment il y a une petite j'ai pas réussi à te faire monter, Christophe. Je voulais simplement vous préciser que je vais devoir simplement vous quitter dans 7 minutes. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas continuer à continuer la room, parce que j'ai simplement un enregistrement que je suis obligé de faire à 14h pour la Radio Week qui a lieu dans 2 semaines. Donc je vais obligatoirement devoir partir d'ici 7 minutes. Mais je voulais... Ibnou, c'est bon pour toi. Donc là, à mon avis, il n'y a pas trop de... Super, ouais. Il n'y a pas trop de solutions, malheureusement, si ce n'est... c'est le problème avec la musique. Et quand il y a de la musique qui est en fait avec des droits d'auteur qui sont validés par des éditeurs, le pouvoir réexploiter ces contenus-là, c'est la croix et la bannière, et notamment sur YouTube, sur toutes ces plateformes qui ont en fait des algorithmes de reconnaissance à la Shazam qui vont aller partout dans vos contenus et voir s'il y a de la musique qui dépasse un certain nombre de secondes et qui fait que derrière, ils vous bloquent et vous ne pouvez pas, bien sûr, récupérer votre contenu derrière, puisque vous avez signé les consignes en général qui disent qu'ils font ce qu'ils veulent avec vos contenus. Donc, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je voulais simplement...
lire avant si Jean-Philippe et Pierre vous voulez continuer, honnêtement je vous laisse avec plaisir s'il y a encore des questions auxquelles vous voulez répondre, mais je pense que Pierre tu as aussi des choses à faire après. On a tous plein d'activités. Il y a Perrine qui posait dans le commentaire, donc merci pour la première réponse. Elle avait une autre question, cette fois sur la citation. Je redécouvre des vinyles de mon grand-père sur lesquels j'enquête. Je joue les vinyles avec mon père. Donc situation de reportage. Peut-on considérer cela comme une citation? C'est bref par rapport à l'œuvre. Attends, excuse-moi, je lisais en même temps un commentaire. Tu peux me redire Donc elle joue des vinyles en fait phrase... avec son père, oui. En situation de reportage. Est-ce que en fait elle redécouvre des vinyles, c'est enregistré avec son grand-père, est-ce que c'est dans une situation de reportage où elle dit tiens on écoutait ça, tata, est-ce qu'on considère ça comme une citation puisque c'est un peu en tâche de fond si je comprends bien Perrine oui tout à fait. Et c'est bref. Alors et c'est bref, ça pourrait rentrer, alors il faudrait que je reprenne exactement les conditions de la courte citation. Avec les finalités, je pense que ça peut éventuellement passer, mais il faudrait éventuellement que Perrine m'envoie un petit email via Cool éventuellement, et puis je verrai un peu plus ce que c'est. Ouais. Ok, Perrine, je ne sais pas si tu es sur Cool. Pierre Vivant est sur Cool, donc je vous invite d'ailleurs, si vous avez des questions, alors bon, il ne va pas répondre ouvertement tout le temps à toutes vos questions, parce que sinon, il est quand même avocat et c'est quand même un peu son métier. Donc là, on a eu la chance de l'avoir pendant 1 heure, mais derrière, si vous lui posez des questions, je pense qu'il y a un moment où il va aussi falloir lui demander un peu de... si ça demande du temps, et de toute façon, ça demande du temps, n'hésitez pas à contacter Pierre. Et si vous avez des problématiques de droit d'auteur ou des choses à actionner ou des dossiers à monter pour vous protéger, contactez Pierre qui est aussi un passionné de podcast, bien entendu. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup d'avocats spécialisés qui sont un peu passionnés de podcast. J'en ai vu 1 ou 2 autres, mais pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de podcasts sur le droit d'auteur. Non, en effet, oui. J'en ai pas vu non plus. Parce que j'ai fait justement une petite recherche avant de me lancer là-dessus, et j'ai vu que c'était pas encore développé en effet dans ce domaine-là. Voilà, mais en tout cas, on pourrait continuer vraiment 1 heure encore sans aucun souci, parce qu'il y a plein d'autres choses dont on pouvait parler. Je t'avais posé la question, Pierre, puisque nous, pour Podcast Magazine, on avait déposé le nom Podcast Magazine en France, et qui a été refusé d'ailleurs par l'INPI, puisque c'est trop générique comme terme, mais on l'a quand même déposé sur certaines classes. Et puis, on a les Américains qui sont venus nous attaquer en nous disant « Podcast Magazine existe déjà aux États-Unis, vous n'avez pas le droit, à quoi vous jouez ?» Et en fait, Pierre, pour la petite histoire, c'est pour ça que je te la raconte, Podcast Magazine aux États-Unis est en vente, et ils m'ont demandé si je voulais racheter maintenant. D'accord, ah oui. Donc tu vois, entre m'envoyer un petit courrier en me disant à quoi vous jouez, alors que, comme on a dit, c'est le nom en fait est territorial, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils l'ont lancé aux États-Unis, puis ils l'ont déposé qu'aux États-Unis et pas dans d'autres pays. Il n'y a aucun souci si vous déposez un nom en France, c'est le territoire qui compte, sauf bien entendu si vous lancez une chaîne de restaurants qui s'appelle Maxim's en Chine. Et là, ça risque parce que c'est un nom connu au niveau international. Voilà, et puis sur le droit d'auteur, le terme Podcast Magazine en soi, justement, ce n'est pas original au niveau du droit d'auteur. Donc il n'y a que le droit des marques qui peut prendre le relais, parce que le droit d'auteur a une portée internationale. Ouais. Et le droit d'auteur, par contre, en effet, c'est territorial. Et donc s'ils ont une marque là, aux États-Unis, ils l'ont pas en France. Et alors, juste, je ne l'ai pas dit en introduction, mais tu viens de le dire, pour le droit des marques, attention, il faut aussi que le terme que l'on va déposer soit distinctif par rapport au service. Donc, si vous déposez le podcast pour votre podcast, ce ne sera pas distinctif et vous ne pourrez pas déposer cela en tant que marque. Donc, il faut bien réfléchir au titre que vous souhaitez avoir pour savoir s'il peut être déposé ou pas en tant que marque, ou s'il peut être original au niveau du droit d'auteur. Eh bien voilà, merci 1000 fois
Pierre pour toutes ces petites infos. On continue bien entendu sur Cool si vous le désirez. N'hésitez pas à aller acheter Podcast Magazine, le numéro 1 qui est déjà sorti et qui est disponible encore en version papier sur podcastmagazine.fr dans la partie boutique. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet normalement qui va être lié à la monétisation et on vous fera découvrir ça très bientôt puisque je ne l'ai pas encore programmé, mais elle sera programmée très vite. Et puis voilà, merci Pierre, merci Jean-Philippe, merci Ibnou et à tous ceux et toutes celles qui étaient dans la room. Abonnez-vous à le pod.club en cliquant sur la petite maison verte en haut du titre pour suivre et être alerté de nos prochaines rooms. Allez, ciao, jingle de fin. Merci Pierre encore et à très bientôt. À toi. À bientôt. Ciao. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Donc moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.